Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat. On est ensemble jusqu'à 20h, je vous le rappelle. Les amendes pour ceux qui prennent la route sans leur attestation de sortie ou alors avec une attestation un peu bidouillée. 135 €, 200 € en cas de récidive et même de la garde à vue et de la présentation à un juge. Question coronavirus, attestation de sortie non valable ou bidouillée. Les sanctions sont-elles trop lourdes? 0826 300 300 et bien sûr, Philippe Rossi, les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où c'est extrêmement partagé. Pour le moment, la réponse est non à 52%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et avec nous, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police. Bonsoir Denis Jacob et merci évidemment d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Maître Juliette Chapelle est également là, avocate pénaliste à Paris. Bonsoir maître et merci également d'être là. Et puis Philippe de Gonneville, maire du Cap-Ferret, qui sera avec nous dans une dizaine de minutes maintenant. Avant de vous donner la parole, tiens, on écoute le préfet de police, l'Allemand. C'est son nom, hein, voilà. Sur le terrain ce matin, pour visualiser les contrôles, voilà ce qu'il disait. Le plus simple est quand même de faire appel au bon sens et de faire appel à la responsabilité. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Vous ne respectez pas le confinement, vous êtes verbalisé et vous vous mettez en danger car on risque de vous retrouver en réanimation, on risque de retrouver vos proches en réanimation. Denis Jacob, le préfet ce matin donc dit « Les patients en réanimation n'ont pas respecté le confinement ». Alors bon, il s'est excusé cet après-midi, il a dû faire une petite mise au point pour s'excuser, parce qu'on sait que ceux qui sont en réanimation justement depuis une semaine ou même plus ont été infectés évidemment avant le confinement. Mais est-ce que tout ça n'est quand même pas, même avec les excuses, vous qui êtes policier et qui êtes syndicaliste, est-ce que les excuses du préfet de police, c'est pas tout simplement, au-delà de ça, je veux dire, une stratégie de la peur pour bien contrôler la population qui est employée? Parce que, est-ce que les ordres que vous avez, c'est pas la stratégie de la peur? On fait peur aux gens en permanence. Est-ce que c'est pas ça les ordres que vous avez? Bonsoir Christophe Bordet. Non, ce ne sont pas les ordres que l'on a, et fort heureusement. En tous les cas, moi je déplore les propos du préfet de police qui sont particulièrement maladroits et inopportuns dans une période particulièrement déjà difficile pour la population, mais difficile pour mes collègues sur le terrain, puisque je le rappelle, ils travaillent avec peu ou pas de protection sanitaire contre ce virus. Et effectivement, le préfet, quant à lui, a une position qui est la sienne, de vouloir dissuader, de faire peur, parce qu'effectivement, on a encore trop de personnes qui sortent de manière en dilettante, comme ça, sans véritable nécessité absolue. Alors moi, je ne justifie pas les propos du préfet de police parce que c'est une autorité et en tant qu'autorité, il y a des propos qu'on doit mesurer parce que derrière, ce sont les agents qui doivent gérer sur le terrain et je peux vous dire que des récriminations, des agressions verbales, mes collègues en ont tous les jours de la population, surtout celle qui sort et qui n'admet pas qu'on leur impose des mesures de confinement et qui ne les comprennent pas. Mais de là à dire qu'on a des consignes de mener une terreur par rapport à cela, non. Et je vais vous donner un exemple. Non mais je pose la question aussi, vous comprenez que je pose aussi la question, parce que quand on entend le président, quand on entend le Premier ministre encore hier, qui dit « restez chez vous, si vous sortez, c'est la mort ». Enfin c'est ça quoi. Donc au bout d'un moment on se dit « mais arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, on n'est pas non plus complètement gogol. Pardon, on est intelligent, on est français, on est intelligent, on peut aussi le comprendre ». Christophe Bordet, il faut comprendre que on est dans, vous le comprenez, je le sais bien, et la majorité de la population l'ont compris, on est dans une situation particulièrement grave, dans une situation où on a des milliers de morts, et on continue à avoir des personnes qui sortent de manière inopportune, sans justificatif, sans absolue nécessité, et je vais vous donner un chiffre, plus de 4 millions de contrôles. 4 millions de contrôles. Vous voyez, c'est énorme. Et on n'est pas dans une démarche de terreur, puisque sur ces 4 millions de contrôles, il n'y a eu, alors ça peut toujours paraître énorme, mais moi en tant que policier, je trouve que c'est pas beaucoup, nous n'avons eu que 350 000 à 360 000 verbalisations. Ce qui est faible. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. 350 000
350 000 verbalisations, honnêtement, c'est très peu. Donc ça prouve quand même que la majorité de la population semble, en tout cas, respecter les règles et ce confinement. On est d'accord? On est tout à fait d'accord, mais c'est toujours malheureusement de trop, parce que 4 millions de contrôles, c'est potentiellement 4 millions de personnes qui peuvent propager le virus. Malheureusement, c'est toujours de trop. Et quand on parle de la fermeté de la sanction, c'est pas tant le policier qui va verbaliser, c'est le dispositif qui a été mis en place. La contravention est déjà élevée, mais par contre, c'est la récidive qui me semble trop éloignée de la première infraction, puisque entre la première infraction et la deuxième, il faut attendre 15 jours. Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première amende, elle est de 135 €, et s'il y a récidive 2 semaines après, mais ça veut dire qu'entre-temps, on peut récidiver et ne rien avoir, alors. Dans l'absolu, oui. Alors on peut. C'est invraisemblable. Alors attention, on peut être verbalisé malgré tout. Et donc, quand on a une récidive quotidienne, voire plusieurs fois dans la journée, là, on passe dans un délit, et donc on doit procéder à l'interpellation de la personne, la placer en garde à vue et la déférer auprès de la justice, avec, pour certains, on l'a appris, des peines d'emprisonnement ferme. Et ça, on a beaucoup de gens dans ce cas-là aujourd'hui? Non, on n'en a pas beaucoup, ça reste à la marge, mais ça arrive parce qu'on a des gens inconscients qui vont, parce ils veulent sortir, ils veulent s'aérer, mais je crois qu'on est tous dans le même cas de figure. Moi, je suis comme tous les Français, ça fait 3 semaines que je suis confiné, voilà, et je sors uniquement pour mes besoins alimentaires, comme tout le monde, mais je sors je suis sorti 2 fois en 3 semaines pour faire mes courses. Et avec l'attestation. Denis Jacob, il va falloir m'expliquer quelque chose, et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ont envie d'avoir une réponse là-dessus. Quand on regarde ce qui se passe, soyons factuels. Je suis allé tout à l'heure sur la carte de circulation de l'Île-de-France. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'une partie du périphérique était en rouge, donc il y avait des bouchons. J'ai vu que le début de la 6 était en rouge, vers le sud, donc il y avait des bouchons. Donc ça veut dire que normalement, et le Premier ministre l'a encore rappelé hier, et peut-être est-ce infantilisant pour ceux qui sont intelligents et qui restent chez eux. Peut-être que pour d'autres, c'est pas le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens sont sur la route, ils sont en train de partir en vacances, alors que c'est interdit. Où sont les 100 000 policiers? Où sont les policiers sur le périphérique parisien? Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait autant de voitures. Alors, il faut savoir que... habituellement, sortons du cadre strict de cette situation pandémique. Quand on a des départs en vacances, on ne met pas un policier tous les 100 mètres sur le périph' ou tous les 100 mètres dans les rues de Paris. D'accord, mais là on nous a parlé de 100 000 policiers mobilisés. Où sont les policiers? Ils sont répartis sur des points stratégiques, notamment au niveau des péages autoroutiers, puisque c'est l'endroit le plus simple pour contrôler tous les véhicules, les faire arrêter, parce que là, ils sont à la barrière de péage, donc ils ne peuvent pas faire autrement que de s'arrêter. Et là, les policiers, les gendarmes sont déployés sur ces points stratégiques pour pouvoir contrôler les véhicules, vérifier le motif de leur déplacement, et le cas échéant, si c'est un motif futile comme un que j'ai pu voir hier dans un reportage télé, eh bien, il sera verbalisé et raccompagné, c'est-à-dire qu'on lui fera faire demi-tour. Ah oui, on fait demi-tour quand même. Tiens, mais d'ailleurs, une question. Quand on fait demi-tour, quand on arrive au péage, qu'on est verbalisé et qu'on fait demi-tour, est-ce que sur le chemin du retour, on peut tomber sur d'autres policiers qui vont encore vous verbaliser? Bien évidemment, c'est dans les deux sens de circulation. Ah oui. Mais si vous avez été verbalisé, vous pouvez en justifier. Mais il faut savoir, par exemple, les gendarmes font faire demi-tour et raccompagnent sur une partie de trajet le véhicule qui a été sanctionné. Ah oui. Yael Mellul, ça vous inspire quoi tout ça? Alors déjà, je vous ai entendu dire, Christophe, on est français, on est intelligent. Non, ce n'est pas vrai. Je veux dire, l'historique des dernières semaines... Dites que les Français sont des cons, dites-le. Non, si c'est ce que vous pensez. Mais non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que ces dernières semaines, je suis navrée, mais le spectacle qui nous a été donné de voir avec tous ces joggeurs là sur les quais, je veux dire, avec cette espèce de sensation un peu de vacances comme ça. Enfin, moi, ça m'a totalement sidérée. Et sincèrement, je trouve que 135 € d'amende, c'est rien. Mais moi, sincèrement, je veux dire, moi, si j'étais en charge de ça, mais moi, au bout de la première récidive, mais moi, je les mets en garde à vue direct. Enfin, je veux dire, il est évident qu'on est dans un cadre d'atteinte à la liberté fondamentale de circuler. Ça, c'est une évidence, d'accord?
Sauf que cette atteinte à la liberté, elle est là, elle a été instaurée pour Non, mais elle est sauver justifiée, des vies. elle est justifiée. Il y a eu des Absolument. décrets, il y a eu un décret. Bon, Absolument. voilà. Je termine. Elle est là pour sauver des vies. Ceux qui ne sont pas capables de comprendre cette chose évidente, eh ben, on les confine de force. Point barre. Parce que effectivement, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort. Il y a des gens qui sont morts. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le virtuel, on est dans la réalité absolument dramatique. Donc, c'est pour se protéger, pour protéger les autres. Et il faut être d'une sévérité. Enfin, moi, je suis pour une très grande sévérité. Voilà. On a bien compris, on a bien compris. Je vais vous donner la parole dans quelques instants à Philippe David et à Philippe Binger, bien évidemment. Notre débat. Les vraies voix sur Sud Radio avec Yael Mellul, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi. Notre débat, les amendes pour ceux qui circulent sans leur attestation ou avec une attestation bidouillée, 135 €, 200 € en cas de récidive et même de la garde à vue, présentation à un juge avec prison à la clé, question coronavirus, attestation de sortie non valable ou bidouillée, les sanctions sont-elles trop lourdes? 0826 300 300 et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux où c'est toujours le nom qui l'emporte, c'était assez partagé, ça remonte, on passe de 54 à 61% de nos auditeurs qui répondent par la négative. Nos invités, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, maître Juliette Chapelle, avocate pénaliste à Paris, à qui je vais donner la parole dans quelques secondes. Philippe de Gonneville également, maire de Lège-Cap-Ferré, est avec nous. Il nous a rejoint. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Le Girondin que je suis vous salue, bien évidemment. Bah oui, on peut pas s'empêcher. On est un peu chauvin, on est comme ça. Nous sommes très chauvins. Mais c'est parce qu'ils sont tous jaloux de nous, on a le meilleur vin, etc. Donc forcément, voilà. Bon, trêve de plaisanterie, monsieur le maire. Normalement, pas de vacanciers chez vous pour Pâques, interdiction de venir en vacances pour Pâques du côté du Cap Ferré. Faut pas, évidemment, recommencer le scénario d'il y a 2 semaines, si je puis dire, où l'on a vu des gares parisiennes pleines à craquer de personnes prenant la direction de leur maison secondaire dans le sud-ouest notamment. Ça, c'est le sujet numéro 1. Alors, comment ça se passe? Quelles mesures vous avez prises au niveau municipal, au niveau communal, pour que les gens, restent chez eux, ne viennent pas en vacances chez vous, et puis 2, que les habitants de votre commune qui peuvent parfois louer des appartements, des studios, des maisons, etc., ne les louent pas? Alors, nous avons, par l'intermédiaire de l'Office du tourisme, écrit aux professionnels du tourisme, aux loueurs, qu'ils soient professionnels ou non professionnels, pour leur dire que nous ne souhaitions pas du tout recevoir un afflux de clientèle supplémentaire pendant les vacances de printemps, et on les a exhortés à supprimer les locations si elles avaient déjà été signées et à ne pas proposer de biens à la location si rien n'était encore fait. Et c'est la raison pour laquelle nous espérons que nous n'accueillerons pas, comme il y a 15 jours, un afflux de population considérable, puisque nous avons augmenté, mais c'était dans un cadre légal, puisque je vous rappelle que le Premier ministre nous avait laissé 36 heures pour choisir le lieu de confinement, mais nous avons augmenté la population de la presqu'île de 30% environ. C'est déjà énorme, parce que vous êtes combien d'habitude Alors d'habitude, en cette saison, nous sommes à peu près 9 000 habitants, et là, nous avons franchi le seuil des 12 000, 12 500, et ce chiffre est corroboré par la quantité d'eau consommée, le supplément est de l'ordre de 30%, et également par le tonnage des ordures ménagères que nous suivons de près, justement pour connaître un petit peu l'évolution de notre population. Bon, j'espère au moins qu'il n'y a pas eu de conséquences en termes sanitaires, si je puis dire. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas amené avec eux le coronavirus, évidemment, que vous n'avez pas trop de malades sur la commune. Alors je crois que nous n'avons pas trop de malades sur la commune, mais au-delà de savoir qui a amené le virus, notre préoccupation était une préoccupation d'ordre sanitaire et de santé publique, à savoir, est-ce que notre centre médico-chirurgical était en capacité d'accueillir cette population supplémentaire éventuellement malade, et d'autre part, est-ce que notre médecine de ville, c'est-à-dire les 9 médecins que nous avons sur la presqu'île, étaient-ils en capacité, avec les infirmiers et les infirmières, de soigner cette augmentation de malades potentiels? Philippe Gonneville, pour être clair, on va dire que les particuliers, vous les encouragez
à ne pas louer leur maison, mais peut-être que certains l'ont quand même fait. Oui. Comment vous allez vérifier ça? Parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque propriétaire. Ça va être extrêmement difficile à vérifier. La seule façon que nous allons utiliser, et ce matin et soir, ce sont des barrages filtrants, ce sont des barrages de police et de gendarmerie qui vont demander les raisons aux automobilistes, les raisons de leur sortie, et si on ne rentre pas dans les cases autorisées, eh bien écoutez, d'une part, ils seront verbalisés, les amendes sont assez lourdes, et je crois que c'est l'objet de votre débat de ce soir. C'est ça. Et d'autre part, ils seront éconduits, c'est-à-dire que hier soir, il y a 2 personnes, on a prié de faire leur bagage et de repartir. Il y en avait un qui venait des régions parisiennes, l'autre qui venait du centre de la France, et on n'en a eu que 2 hier soir. Mais hier soir, il y en a 2 qui ont été éconduits, et on leur a fait comprendre que si d'aventure on les retrouvait par ici, les peines seraient beaucoup plus lourdes. Ouais. Tiens, Maître Chapelle, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, bien évidemment. Une question toute simple par rapport à ce que vient de dire Monsieur le maire de Lège-Cap-Ferré. Est-ce que on a parlé de ceux qui sont éconduits, qui chopent une amende, etc., parce qu'ils sont venus en vacances alors que c'est interdit. Bon, très bien. Mais est-ce que les propriétaires, eux, qui louent en connaissance de cause, eux aussi, ils peuvent être verbalisés? A priori, non, par rapport au délit qui a été créé récemment dans le Code de la santé publique. Il n'est pas prévu qu'un propriétaire qui louerait sa maison, donc qui ferait un peu ce qu'on appellerait du recel du délit pour non-respect du confinement, soit en cours une sanction pénale, sauf à invoquer cette notion de recel en droit pénal, mais a priori ce serait un petit peu compliqué. Bon, en tout cas, c'est intéressant de le savoir, parce que c'est vrai qu'on peut se poser effectivement la question. Donc voilà. Maître Chapelle, vous avez des clients qui sont en garde à vue, vous, pour être justement sortis sans raison, sans leur attestation, alors que l'on est en plein confinement? Alors, j'en ai qui m'ont appelé à leur sortie de garde à vue, qui n'ont pas été convoqués devant le tribunal correctionnel en la forme de la comparution immédiate et qui seront convoqués et qui ont reçu une convocation, on leur a remis une convocation pour plus tard, septembre-octobre, qui ont été en garde à vue pendant 24 heures ou un peu plus pour ce délit de non-respect du confinement. Moi, la sensation que j'ai à leur récit, mais bon, j'ai pas le dossier sous les yeux, c'est que pour certains cas, et un nombre assez important, la garde à vue et le renvoi, la convocation devant un tribunal correctionnel ne me paraissent pas justifiés. Ça ne me paraît pas justifié pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'il y a un flou certain qui ne permet pas de connaître les contours exacts de ce délit. Il y a déjà un premier point, c'est qu'une contravention, vous pouvez la contester pendant 45 jours. Là, on parle d'un délit de récidive au bout de 15 jours pour arriver à une amende de 200 € et ensuite de 30 jours, donc plus de 3 fois sans attestation ou avec une attestation qui serait mal remplie. Et là encore, la notion n'est pas très claire juridiquement. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir d'attestation ou d'avoir une attestation mal remplie? Encore une autre question. Et comment, du coup, on calcule cette récidive dans un délai de 30 jours, alors même qu'une contravention est contestable pendant 45 jours? Ouais. C'est vrai que j'ai entendu des gens qui se faisaient avoir parce que, par exemple, ils avaient coché 2 cases et on se dit, bon, c'est un peu, c'est peut-être un peu exagéré, oui. On peut avoir ce sentiment. C'est exagéré et c'est surtout illégal parce que c'est pas prévu par le texte et on a quand même un principe en droit pénal qui est le principe de... Vous avez l'impression... Maître Chapelle, vous avez l'impression que les policiers dans cette affaire font un peu de zèle? Je crois comprendre ça derrière les mots que vous utilisez là. Dans certains cas, oui, je pense qu'il y a un certain nombre de policiers qui font du zèle. On sait que c'est des conditions de travail qui sont très difficiles et très éprouvantes pour eux. Pour autant, je pense, pour revenir un peu au début du débat, je pense qu'on est dans une politique de la peur, que c'est une mauvaise chose de prendre les Français pour des idiots et qu'il ne faudrait pas que cet état d'urgence sanitaire
permettent à certains de sortir et de faire éclater l'état de droit dans lequel, j'espère, nous sommes toujours. Donc moi, ce délit me pose un vrai problème juridique. Ouais, dans un instant, je vais accueillir Nicolas qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Je vais donner la parole également à Binger, bien sûr, à Philippe David qu'on n'a pas encore entendu. Moi, j'avais encore une question à Denis Jacob après ce que vient de dire Maître Chapelle. Le ministre Castaner a dit ce matin quelque chose qui m'a semblé assez intriguant. Il a dit, dans cette affaire de confinement et de respect des règles du confinement, il a dit il faut prendre en compte la particularité des quartiers. Ça veut dire quoi concrètement, Denis Jacob ? Vaste débat, Christophe Bordet. Non, mais j'aimerais comprendre, parce que, si vous voulez, c'est un peu bizarre. Oui, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des quartiers difficiles où il y a des trafics en tout genre et qu'il est très difficile d'y faire appliquer en temps normal déjà l'ordre et l'état de droit et le respect des lois républicaines et que dans ces quartiers-là, il apparaît particulièrement difficile d'appliquer à la lettre ces règles au risque de provoquer le déclenchement de violences urbaines. Voilà, je le dis. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est scandaleux ce que vous nous racontez. C'est scandaleux. Mais ça témoigne, Christophe, de ce que je dis déjà depuis plusieurs années, c'est qu'il y a effectivement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, que ça fasse plaisir ou pas, il y a des zones de non-droit en France. Philippe Binger, ça vous inspire quoi ce qu'on vient d'entendre ? Alors, Christophe, d'abord, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Denis Jacob et je ne serai pas aussi sévère que Yael Mellul. Je considère que le dispositif actuel me convient tout à fait. Il faut bien comprendre que les gens qui ne respectent pas les avertissements ont été pourtant beaucoup sollicités, prévenus. Le deuxième point, il est fondamental, c'est que lorsqu'on viole cette règle-là, on ne porte pas atteinte seulement à une seule personne, mais à l'ensemble de la communauté nationale. Et dernier élément, il faut accepter l'idée que les Français, intelligents ou non, eh bien, à un moment donné, vous avez toujours une infime minorité qui s'obstine à transgresser l'interdiction. C'est une pathologie caractérielle, mais c'est comme ça. Et donc, j'entends notre avocate et je retrouve bien le barreau dans son argumentation, mais je ne crois pas que le problème crucial aujourd'hui soit de s'inquiéter de l'avancée ou du recul de l'état de droit. Je pense que en ce moment, il est fondamental de faire respecter les règles et je ne suis pas choqué par la sévérité dès lors qu'elle est justifiée par une récidive, une garde à vue, voire une condamnation. Il faut bien voir qu'il y a, je le répète et je termine, une infime minorité qui ne sera jamais sensible, même aux interdictions les plus péremptoires et les plus nécessaires dans une société. Vous inquiétez pas, Maître Chapelle, c'est normal. Il y a des moments où le côté réactionnaire ressort chez Philippe Binger et donc c'est normal qu'il ait ce discours-là. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas malade, tout va bien. Il y a un petit décalage, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. Philippe David, moi j'avais une question à vous poser par rapport à tout ce qu'on a entendu, parce que je le disais tout à l'heure, des kilomètres de bouchons sur le périphérique de la capitale, sur l'autoroute A6 vers le sud, des bouchons également, alors qu'on est tous en confinement et qu'on a dit pas de vacances de Pâques, vous restez chez vous. Est-ce que vous ne pensez pas quand même, parce que moi c'est une question que je me pose et je voudrais avoir votre avis, est-ce que vous ne pensez pas que les propos du Premier ministre, quand il répond à une question à l'Assemblée nationale devant cette commission qui l'entend cette semaine, et qu'il commence à parler du déconfinement, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est un peu responsable de ce qui est en train de se passer ? Déconfinement, les gens se sont dit, ça y est, c'est bon, on sort. Non mais vous savez, le déconfinement en ce moment, c'est la carotte avec l'âne. Vous connaissez le principe, vous mettez une carotte au bout d'un bâton pour que l'âne avance et croit qu'il va manger la carotte. Mais ce qu'il y a quand même d'hallucinant, moi les gens ils prennent l'autoroute. D'accord, je suis scandalisé. Mais quand vous entendez Castaner qui dit qu'il faut tenir compte de la spécificité des quartiers, quand vous entendez c'était dévoilé la semaine dernière par le Canard enchaîné, Laurent Nunez qui disait que le confinement dans les quartiers n'était pas une priorité, ça prouve une chose déjà qu'on savait, c'est que tant Castaner que Nunez n'ont rien de républicain, puisque la République c'est liberté, égalité, fraternité. Si tous les citoyens n'ont pas les mêmes devoirs par rapport au confinement, c'est qu'ils ne sont pas républicains. Ça
c'est quand même déjà un point important. Et quand, moi je comprends que les gens soient furieux, parce que vous entendez Castadier et Núñez ne faites rien dans les quartiers, quand on voit une famille qui revenait de l'enterrement de sa mère et de sa grand-mère à Falaise en Normandie, qui ont pris un PV, alors qu'ils avaient le certificat des pompes funèbres, que les pompes funèbres se sont dit non, ils sortent du cimetière, on était aux obsèques, et qu'ils ont été verbalisés, mais je suis outré. Qui ne serait pas outré devant ça? Oui, Philippe Binger, très vite. Très vite, Christophe. Je reprends absolument la réponse qui a été faite par Denis Jacob. Déjà, en temps ordinaire, il y a des cités de non-droit où la police ne peut pas rentrer, ou laisse qu'elle rentre. Il y a forcément des incidents à l'égard desquels le pouvoir politique sera absolument complaisant. Eh bien, aujourd'hui, on peut comprendre qu'on ne crée pas les mêmes contrôles dans ces cités pour ne pas ajouter à la terrifiante tragédie d'un fléau des émeutes sociales. C'est regrettable, c'est déplorable, mais c'est comme ça. Allez, antenne ouverte dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous avez la parole, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Nicolas de Mont-de-Marsan est avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce qu'à votre avis, ces amendes sont trop élevées ? Ah ben non, moi, elles sont pas du tout assez élevées. Je les multiplierai par 10, voire 20, ces amendes. Moi, je suis à Mont-de-Marsan, je suis artisan, donc ça, c'est un autre souci. Je travaille, parce que j'ai pas le choix. Mon salarié est en chômage partiel. Mais quand je vois tous ces gens qui circulent, quand je vois que, déjà, il y a une chose que je comprends pas, on n'a pas le droit de circuler, on n'a pas le droit de partir en vacances, mais il y a des trains. Pourquoi on met des trains si on n'a pas le droit de les prendre? Déjà, il faut se poser la question. Les gens, ils vont bien prendre le train pour aller en vacances. Ça, c'est une chose. Et après, les attestations, les gens qui vont partir, qui vont se retrouver sur la route, ils vont prendre leur attestation. Et s'ils sont assez intelligents, ils vont mettre qu'ils y vont pour déplacement de motif familial impérieux. Mais à ce moment-là, il fallait le faire au début du confinement, pas maintenant. Donc tous ces gens-là, pour moi, c'est verbalisé, c'est 2000 € l'amende. Je crois que, parce que quelqu'un qui a une résidence secondaire au Cap Ferré, à Arcachon, à l'île de Ré, 140 €, il s'en fout. Peut payer. Voilà, peut payer. 2000 €, ça fait quand même un peu plus mal. Ça fait mal, oui, c'est vrai. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Quand je vois, Mont-de-Marsan, c'est une petite ville, mais ça circule. Les gens, c'est impressionnant le nombre de gens qu'on voit avec des cabas, des caddies, mais qui sont vides. Toute la journée, ils se promènent. Ah oui, d'accord. Oui, non, ça, c'est emmerdant. Merci, Nicolas. Et puis, on vous souhaite bon courage. Si vous êtes d'ailleurs, comme vous l'avez dit, effectivement, artisan et que c'est un peu compliqué aujourd'hui avec le chômage partiel et tutti quanti, on va vous rappeler parce que on est en train, effectivement, de travailler sur ce dossier dans la rédaction des Vraies Voix et sur Sud Radio. Et il y a beaucoup à dire parce que ça marche pas très fort. Entre les annonces du gouvernement et la réalité, c'est très compliqué.